Eh bien, d'abord, j'ai un grand plaisir de me trouver, pas me retrouver parmi certains, de me trouver parmi vous. Et j'apprécie particulièrement ces rencontres pluridisciplinaires sur le sonore qui ont jalonné aussi un petit peu mon développement professionnel et qui m'ont fait beaucoup avancer parce qu'effectivement, ces décalages des écoutes sont particulièrement intéressants. Voilà. Donc, merci de m'avoir invité dans cette rencontre. Pour citer qu'un de ces décalages avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, c'est une rencontre comme ça à laquelle j'assistais simplement et il y avait l'équipe de Jean-François Goyard, que certains connaissent peut-être, de Grenoble, de l'école d'architecture de Grenoble. Et en fait, il s'est trouvé vraiment que de ce qu'ils disaient de leur approche du sonore, c'est des choses que moi je retrouvais dans la clinique. Et donc, on a pu développer des croisements des études, des effets du sonore qu'ils étudiaient de leur côté en architecture, des études que moi je faisais de mon côté. Donc, je trouve ces rapports très riches. Alors, j'ai modifié mon intervention en cours de route, si bien que, voilà, je me trouve avec des petites notes. C'est un peu normal, parce que je vais vous parler d'improvisation, donc j'ai du mal à ne pas pratiquer directement ce dont je parle. Alors d'abord, je vais peut-être dire quelques mots de comment je suis venue à m'intéresser spécialement au sonore. Il s'est trouvé que très rapidement, hein, parce que ça fait tellement d'années que si je commence à développer, on n'en a pas fini. Mais il s'est trouvé que donc, je me suis toujours intéressée à la musique, j'ai joué de la musique, je joue encore de la musique, et j'ai fait de la psychologie, et j'ai voulu toujours croiser un petit peu les deux. Et il s'est trouvé donc en 69 que on a mis en place un premier centre de recherche où on s'interrogeait sur les effets thérapeutiques de la musique. Et l'interrogation venait à ce moment-là, donc on était une équipe, et les collègues avec lesquels j'étais à l'époque avaient en tête le pouvoir de la musique. Donc cette formulation culturellement très, très marquée de notre rapport à la musique. Et bien sûr, si on part du pouvoir de la musique, on pense notamment au pouvoir affectif de la musique et à ses effets. Et les Américains, déjà à l'époque, avaient bien sûr fait des recherches expérimentales sur des centaines de sujets et ils avaient testé toutes sortes d'extraits de musique pour savoir si on les ressentait, si c'était de la joie, de la tristesse, enfin bon, avec des colonnes très importantes de mots pour qualifier ces musiques, etc. Et bien sûr, ils avaient sorti des statistiques pour dire qu'effectivement, tel morceau de musique c'est triste, tel autre c'est gai, tel autre... Voilà. Alors, quand on pensait musicothérapie, c'était à ce moment-là, dans ce contexte précis, c'était effectivement comment poursuivre des recherches précises sur la musique et son pouvoir, et puis pourquoi pas l'utiliser, ce pouvoir, pour induire des effets, des états affectifs, notamment par exemple pour les dépressifs, puisque ça a été une des indications de la musicothérapie depuis l'Antiquité, dans toutes les cultures. Bien pour les rendre plus gais finalement, pour les sortir de leur dépression, pour les exciter et les ramener à quelque chose de plus pondéré et apaisé, etc. Et donc en fait tout ça revient à un répertoire de musique à utiliser, voilà. Alors, ça a été donc les premiers travaux que j'ai connus et qui m'ont laissé perplexe parce que malgré tout, nous avons tous l'expérience de notre rapport très subjectif avec la musique. Et même pour des musiques qu'on connaît bien, on a tous l'expérience, je pense, hein, que suivant le contexte dans lequel on écoute ce morceau de musique, eh bien, on va le ressentir différemment. Et quelquefois, on est très déçu. Par exemple, une situation que je ne vous conseille pas trop, c'est de faire écouter comme ça, dans l'enthousiasme, votre dernière découverte musicale à un groupe d'amis. Donc vous êtes vraiment enthousiasmé par cette musique.
Le risque, effectivement, c'est qu'il bien, il y a des points de vue assez discordants dans le groupe et que ça vous enlève un petit peu votre plaisir, finalement. Donc, à cause de cette diversité, finalement, du rapport à la musique. Donc, bon, à l'époque, donc, j'ai fait une recherche pour montrer les relations entre des traits de personnalité et la façon de réagir aux musiques et tout ça, simplement pour revenir au fait que tout le monde ne réagit pas de la même façon et qu'il y a beaucoup de facteurs à considérer. Mais voilà, ce questionnement critique est resté pendant des années, alors même qu'il y avait des pratiques de musicothérapie et que j'en voyais tout à fait les effets rapides, etc. Et c'est justement des effets rapides qui me faisaient réagir en me disant, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas thérapeutique dans le sens où, certes, la personne est très contente et je ne la revois plus, mais je sais très bien que sa dépression n'est pas passée pour autant. Voilà. Donc, je suis restée pendant des années à me poser des questions et j'ai mis donc un certain temps à renverser la donne. Ce sont aussi des cas cliniques qui m'ont amené à m'interroger différemment. Voilà. Donc, des cas cliniques de l'autisme, la psychose, que je voyais par ailleurs, pas en musicothérapie, puisque j'étais psychothérapeute à l'époque aussi. Et donc, ce qui m'interrogeait, c'était leur rapport au son, leur rapport à la parole, leur rapport à la musique. Et donc, ils m'ont permis d'explorer vraiment les difficultés dans le rapport à la parole, mais avant la parole, donc, toutes les prémices que nous, on n'a pas l'habitude d'explorer de cette façon-là, avec des enfants autistes, par exemple. Et puis, donc, surtout, à renverser mon questionnement. C'est-à-dire que ce n'était pas le pouvoir de la musique, mais c'était en fait, qu'est-ce que la musique pour un individu? Qu'est-ce que la musique pour un groupe? À partir de quel moment un individu ou un groupe entend ce qu'il entend, enfin le nomme musique ou pas. À quel moment c'est du bruit, à quel moment c'est de la musique. J'ai fait, alors à l'époque, j'avais aussi un enseignement en musicologie à Paris 4 et j'ai fait l'expérience avec les étudiants de musicologie, un petit test que je leur faisais passer avec des enregistrements. Bon, et je leur demandais simplement, est-ce que c'est du bruit ou de la musique? Voilà. Bon. C'était simple. Et dedans le test, j'avais quelques extraits des morceaux de Pierre Schaeffer, de Pierre Henry, de Stockhausen, bon, bien sûr bien choisis pour être un peu, surtout à l'époque où les recherches contemporaines n'étaient vraiment pas enseignées en musicologie, en tout cas pas là où j'intervenais. Et j'ai vu que même avec des étudiants de musicologie, eh bien, effectivement, les réactions étaient vraiment très diverses et très intéressantes. Bon, tout ça m'a amené à mettre en place un dispositif pour la recherche sur qu'est-ce que le son, qu'est-ce que la musique. Et dans mon contexte, qui est un contexte clinique, dans le contexte clinique, donc dans la relation, qu'est-ce qui se passe au travers du sonore dans la relation? Alors, ce dispositif est simple. C'était vraiment un dispositif de recherche, c'est-à-dire que j'ai constitué des petits groupes d'étudiants, par exemple, au départ, et je leur ai demandé d'essayer d'entrer en relation par l'intermédiaire des sons, dans le non-verbal. Et je voulais explorer qu'est-ce que le sonore, justement, qui est à la base du verbal et à la base de la musique, à la base donc de toutes nos interventions cliniques dans le verbal et à la base donc de la structure musicale, comment les gens se débrouillent finalement avec des sons pour essayer d'entrer en relation. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à proposer ça en petits groupes? Eh bien, c'est que, entre-temps, sur le plan de la psychanalyse, beaucoup de recherches et de développement ont été faits dans le cadre de la psychanalyse de groupe.
Et donc, qui dit psychanalyse, comme on a une belle introduction tout à l'heure, même si là, ce n'est pas une orientation spécialement lacanienne, ce sont trois grandes écoles de psychanalyse de groupe qui se sont développées en France, en Grande-Bretagne et en Argentine, depuis 70 ans à peu près. Et donc, les recherches, c'est sur les processus inconscients dans les groupes, comment la prise en compte de ces processus inconscients peut nous aider à comprendre ce qui se passe dans les relations de groupe et dans les institutions, dans les familles, etc. Et donc, j'ai croisé ces deux approches puisque j'ai été formée à l'analyse de groupe très tôt. Et ça m'a permis d'avoir donc une écoute particulière et un intérêt particulier pour écouter des groupes. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'est justement que le côté abstrait du sonore, le fait qu'on n'ait pas de contrôle sur le sonore, contrôle visuel en particulier, nous met dans une situation où la construction psychique qu'on a à faire dans le sonore, à se créer un habitacle sonore, cette construction est particulièrement difficile et particulièrement fragile, notamment dans les pathologies avec lesquelles je travaillais. C'est elles qui me l'ont appris, vraiment. Pourquoi? Parce que, si je prends un exemple tout simple, il suffit qu'on ait un peu de fièvre, une grippe, et on est tout d'un coup beaucoup plus sensible au bruit des voisins, par exemple, qui deviennent insupportables. On voit que notre enveloppe sonore a été fragilisée par peu de choses. Mais imaginez que là, je prends vraiment un exemple très très simple, mais imaginez donc une pathologie mentale, ces repères, cet habitacle sonore, donc, nécessite une construction psychique qui est tout le temps à renouveler. Alors heureusement, nous avons l'étayage sur la culture avec les codes verbales et le code musical, mais justement, je voulais voir en deçà de ces codes, c'est-à-dire notamment pour les cas qui n'ont pas pu entrer dans le verbal ou entrer dans la musique pour différentes raisons, qu'est-ce qui se passe donc et quels sont les problèmes rencontrés dans le sonore. Alors voilà, je voulais en venir, parce que je ne peux pas tout développer, mais au protocole de la recherche, 4 temps. J'ai appelé ça la communication sonore. Donc il s'agit d'une improvisation totale, puisque la règle, je vous l'ai dit, c'est d'essayer d'entrer en relation par l'intermédiaire des sons. C'est une durée limitée à 10 minutes. Bon, tout ça, ça s'est construit dans le temps, hein, parce que j'ai tout essayé au départ et finalement, j'ai trouvé un protocole qui reste depuis, mais qui peut aussi être encore modifié. C'est enregistré. Et donc, il y a ensuite, après l'expérience, un temps de verbalisation libre, un temps d'écoute de l'enregistrement et de reprise en verbalisation libre. Voilà donc le contexte. Donc, depuis 1980, ça a été mis en place et depuis on l'utilise. Alors moi, c'était vraiment la recherche, c'est-à-dire, bon, j'allais analyser qu'est-ce qui se fait entendre de la relation à partir des sons simplement dans le sonore. Avec la possibilité donc, de l'enregistrement et donc de la réécoute et de l'analyse précise ensuite de reprise et la possibilité pour les personnes de prendre conscience directement elles-mêmes des processus qui ont été engagés dans le groupe. Alors donc, on est dans une alternance du sonore non-verbal au sonore verbal et des positions d'écoute, des positions de production et des positions d'écoute. Donc ça permet d'analyser ces différentes positions pour chaque personne qui participe. Et alors, j'ai rajouté, puisque c'était la recherche, une autre condition, c'était de fermer les yeux. Fermer les yeux, puisqu'on sait bien qu'effectivement, on communique là par le regard directement. Et comme je voulais vraiment analyser ce qui se passait dans le sonore, isoler le sonore pour essayer de... bon. Donc, j'ai demandé de fermer les yeux, ce qui est une contrainte supplémentaire, bien entendu, à une grande frustration pour les personnes. Donc, ça met effectivement le groupe dans une situation qui est tout à fait nouvelle,
qui le met en difficulté, qui met les personnes en difficulté, puisqu'elles vont devoir créer un moyen de rentrer en relation avec les autres. Mais ça permet justement d'analyser vraiment le processus même de mise en relation, comment ça se passe. Alors, quand même, un matériel sonore varié est mis à disposition, c'est-à-dire des petits instruments de musique variés. Variés, c'est très important, parce que si je veux analyser quelque chose, il faut que je puisse analyser la démarche de chacun, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a choisi comme matériel, avec quoi il avait l'intention de se faire entendre ou pas. J'ai eu un petit garçon comme ça en musicothérapie familiale qui était passionnant. Le petit garçon qui est le plus jeune de la famille, qui choisissait toujours un instrument dont il ne pouvait rien sortir. et bon, ça a été comme ça pendant quand même des mois. Vraiment, l'impossibilité de se situer dans sa famille. Bon. Et ce petit garçon, dès la première production familiale, à la réécoute, il a dit « Mais où je suis, moi ?» Effectivement, ça, c'était un élément de toute la problématique familiale. Mais donc, la démarche de chacun dans le groupe est importante. Le choix des instruments, est-ce qu'il en change? Est-ce que certains empruntent carrément 3-4 au départ de leur petit orchestre perso? Donc, tout ça peut être analysé et repris donc précisément. Alors, c'est devenu après une méthode de musicothérapie analytique de groupe, et maintenant c'est utilisé donc avec toutes sortes de pathologies. Bien, alors, je crois que l'heure tourne déjà, enfin le temps passe. Je voulais reprendre simplement, toute cette recherche m'a permis d'analyser, j'ai 250 heures d'enregistrement de groupe, donc de comparer les groupes, de comparer en fonction des cultures dans les différents pays dans lesquels je suis allée, toutes sortes de reprises possibles, et notamment de dégager des moments sonores particuliers que je retrouve de groupe en groupe. Qui sont des moments de la construction finalement dans la relation qui se crée. Alors, juste vous parler de certains de ces moments comme des moments que vous pouvez rencontrer. Le bruissement de groupe. Le bruissement de groupe, c'est la façon d'être dans le son, d'habiter le sonore. Donc, il y a un bruissement individuel. Le bruissement individuel, c'est aussi cette façon d'habiter dans le sonore. Et chacun d'entre nous, ça fait partie de notre identité. Ce bruissement, les gens nous reconnaissent. Dans la famille, on nous reconnaît bien par ce bruissement. Mais bien sûr, dans les groupes, c'est plus développé. Vous convoquez un certain nombre de personnes pour une conférence comme celle-là, les gens attendent dans le couloir, il y a un bruissement de groupe. Et ce bruissement, si on est à l'écoute du bruissement, nous informe beaucoup. Il nous informe de la densité du groupe, il nous informe de l'humeur, il nous informe du degré d'excitation, de l'énergie. Donc, ce repère de bruissement est tout à fait important pour connaître ce que j'appelle la température du groupe, d'un point de vue comme ça, imagé. En tout cas, j'en tiens compte, moi, tout le temps, pour mes cours, pour les différentes situations, puisque c'est une première information qui est donnée au niveau préconscient. C'est pas du tout conscient. Et ça n'a pas à devenir conscient pour autant, sauf dans des situations particulières. J'ai fait une recherche aussi sur les cours de récréation. Enfin, j'ai fait faire aux étudiants de musicologie encore des recherches sur les cours de récréation, l'enregistrement des bruits des cours de récréation. Et on a fait toute une étude sur ces bruits de cours de récréation. Qu'est-ce qu'ils pouvaient nous dire de l'état des enfants, de beaucoup de choses. Alors, effectivement, dans ce cas-là, il y avait
des classes qui étaient très bruyantes et dont tout le monde se plaignait. Et en fait, donc, on a pu faire des enregistrements de ces classes et essayer d'amener les enfants à s'intéresser à ce qu'ils produisaient sans le savoir, et donc à s'intéresser à leur propre bruissement. Et donc là, c'est des cas particuliers, mais autrement, on n'a pas à en prendre conscience, mais c'est un message pour l'environnement. Donc, il y a le bruissement de groupe, il y a aussi le brouillage. Alors, le brouillage, c'est un moment tout à fait particulier que j'ai rencontré la première fois dans un groupe de parole, un groupe de familles d'accueil que j'animais. J'ai animé pendant longues années. Dans cette situation où j'ai découvert ce qu'était le brouillage, ce que j'appelle le brouillage. Donc on parlait bien sûr des enfants placés, de différentes situations, et au beau milieu d'une conversation, tout d'un coup, il y a eu un brouhaha total. Un brouhaha total, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'animais donc ce groupe. On parlait avec une famille, une mère d'accueil. Et là, tous les participants se sont mis à bavarder en deux à deux ou trois ensemble. Mais vraiment, à l'instant même, tout d'un coup, rupture dans le discours et tout le monde se met à bavarder ensemble. Et donc, moi, je me suis retrouvée bête en me disant, qu'est-ce que je fais? Parce que habituellement, quand c'est comme ça, on rappelle tout le monde à l'ordre en disant, écoutez, justement, on était en train de parler, écouter la personne, etc. Et comme, j'ai toujours ces interrogations sur qu'est-ce que ça veut dire ces phénomènes, et notamment dans les groupes. Là, j'étais quand même au début de mon parcours d'analyse de groupe. Mais quand même, je me suis interrogée sur qu'est-ce qui a pu se passer pour que, moi-même, je perde complètement le fil et que notre discours tombe comme ça. Et au lieu d'intervenir, je suis restée à l'écoute. Et ce qui était très inconfortable, je me rappelle ça, parce que je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. J'avais perdu complètement la main sur le groupe et tout le monde bavardait. Voilà. Et donc, il a fallu un certain temps pour que, de nouveau, une écoute groupale soit possible. Et à ce moment-là, quelque chose a émergé de réflexion sur le travail avec un enfant qui était vraiment très intéressant et qui n'avait pas pu se manifester autrement qu'au travers de ce brouillage. Donc j'ai appelé ça brouillage. Pourquoi? Parce qu'on perd tout le fil, toutes les pistes, tous les repères qu'on a. Alors après, j'ai retrouvé ça dans mes groupes sonores. Et ça m'a beaucoup intéressée parce que là, du coup, je pouvais vraiment analyser ce phénomène plus loin puisque je le retrouvais, je pouvais l'enregistrer, etc. Et donc, j'ai trouvé des groupes qui démarraient une communication comme ils pouvaient, etc. Ils arrivaient à un niveau d'organisation tout à fait intéressant, avec du rythme, avec de la mélodie, tout ça, quelque chose de construit. Et là, tout d'un coup, chute complète. Et on arrive à un brouillage qui se fait avec... Tout le monde se retrouve sur le même type de geste sonore, ce qui est tout à fait... en fait, c'est un unisson. Un unisson, c'est-à-dire que, notamment, ça part souvent s'il y a des maracas de maracas, parce que ça permet de brouiller le son de façon intéressante. Justement, il n'y a plus de rythme, il n'y a plus de mélodie. Et alors après, c'est des effacements, des choses comme ça. Enfin, tout le monde prend ses instruments et se met à frotter, etc. etc. Donc, effectivement, c'est un même geste sonore, mais c'est du brouillage et on ne comprend pas ce qui a pu se passer de façon aussi rapide dans le groupe. Alors là, c'est pareil, on pourrait dire au groupe, mais enfin, vous aviez une mélodie, un rythme, on reprend, c'est pas possible. Alors là, j'attends aussi d'essayer de rester à l'écoute et de comprendre ce qui peut se passer. Et en fait, il y a une chute du niveau des processus secondaires, on dirait chez nous, au processus primaire. Et effectivement, il y a un ressourcement créatif
qui fait que si on veut bien être à l'écoute jusqu'au bout, eh bien, quelque chose de nouveau apparaît dans le groupe qui ne pouvait pas s'exprimer autrement. C'est souvent dans ces groupes-là, en début, c'est souvent l'émergence d'une voix. C'est-à-dire qu'on était sur les instruments, tout le monde était bien engagé dans une musique instrumentale, et tout d'un coup, une voix apparaît qui ne pouvait pas se faire entendre. Alors, donc ça, ce sont deux niveaux d'écoute. Une écoute, le bruissement de groupe. Dans le brouillage, en fait, vous voyez bien que, bon, il y a un type de production sonore tout à fait particulier, repérable, acoustiquement repérable, mais en fait, ce n'est qu'une hypothèse. Une hypothèse que moi je fais, qu'il y a un processus groupal derrière, inconscient, qui est intéressant et qu'il faut soutenir parce qu'il n'est pas là pour rien et il va laisser émerger quelque chose qui ne peut pas émerger du groupe. Un troisième niveau d'écoute, c'est ce que j'ai appelé l'effet d'ensemble et ce qui rejoint ensuite l'illusion groupale qu'a décrit Didier Anzieux. C'est des moments... Alors l'effet d'ensemble, c'est vraiment la prise de conscience qu'il y a deux niveaux. Alors, j'aurais bien fait l'expérience avec vous, mais bon, ce n'est pas possible malgré tout. Mais donc, effectivement, on démarre une communication sonore, donc on ne sait pas ce que c'est, bon, chacun fait ce qu'il peut avec les bruits qu'il a, etc., etc. Et chacun est perdu et absorbé dans sa propre découverte de la situation. Et ensuite, on en parle et chacun parle de ce chaos, en fait, de ce brouhaha. Il ne savait plus trop, il ne s'entendait plus, l'autre tapait trop fort, etc., etc. Et on écoute l'enregistrement. Et là, ce qui apparaît vraiment, c'est que ça fait un ensemble. Et là, c'est extraordinaire parce qu'effectivement, c'est la prise de conscience entre le processus individuel et le processus groupal. Alors que même que j'étais dans le chaos, eh bien, je participais à la création d'un groupe, d'un effet d'ensemble. Je participais à une production d'ensemble. Et ce premier niveau se retrouve après dans une expérience plus joyeuse, alors là, qui est l'illusion groupale, décrite par Didier Anzieux, donc illusion dans le sens d'un processus aussi inconscient et soutenu par un fantasme de groupe, et qui, pour moi, a coïncidé toujours avec le moment où le groupe a désigné sa production comme étant de la musique. Et donc, j'ai, par toutes ces expériences, eu à chaque fois une définition de chaque groupe. Qu'est-ce qu'est la musique pour lui? Eh bien, c'est le moment où tout le groupe, vraiment, et là c'est un peu l'euphorie parce que c'était extraordinaire, la musique est arrivée comme ça, on ne l'avait pas prévu, on n'avait pas de partition, etc. Et, bon, et c'est le moment où le groupe connaît ce qu'il a produit comme de la musique, ça fait sens pour lui à ce moment-là. Moi j'ai entendu de la musique bien avant, mais en fait ce qui m'intéresse c'est, comme l'interrogation, la problématique que je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui fait musique pour un groupe, pour un individu, et voilà. Et donc ça, je l'ai dans ce processus.